Et puis les grands sportifs portent les marques. Hein. Ils sont attachés à des marques et ils en assurent la promotion à l'occasion. On revient sur les retransmissions télévisées, etc. Absolument. Et la marque doit être vue. Alors évidemment, il y a un lien entre ce que vous suggérez, qui est le sponsoring, ou la publicité, mais dans le sport, la modalité s'appelle sponsoring, et la télévision. Puisque si je suis sûr que le match n'est pas télévisé, je suis dans les années 50, le match il se déroule dans le stade, il y aura en plus 20 000 personnes qui vont regarder, pour éventuellement voir ma marque, il me suffit de mettre des panneaux publicitaires statiques. Ils sont dans le stade, tout le monde les voit, tout le temps. Si c'est retransmis par la télé, le panneau publicitaire statique, il a un gros inconvénient, c'est qu'il n'est pas tout le temps dans le champ des caméras. Il n'est dans le champ des caméras que quand l'action de jeu passe devant ce panneau publicitaire. Et donc, on a intérêt à avoir un élément mobile sur le terrain qui peut être suivi par la caméra tout le temps. Et cet élément mobile, c'est le sportif. Il a des chaussettes, il a des t-shirts, et on peut lui coller des marques dessus. Et c'est ça l'essence du sponsoring en français, qui est en fait un contrat par lequel une firme qui s'est adressée à un annonceur publicitaire demande des images. Donc l'annonceur publicitaire va aller voir un sportif ou un club et va lui demander des images sur lesquelles il y aurait l'emblème de la firme. Donc on va mettre l'emblème sur le t-shirt. Alors au début, qui a fait ça? Ce sont les industriels des articles de sport, bien évidemment, puisqu'ils étaient directement intéressés à vendre des chaussettes, des chaussures, etc. Mais très vite, ça s'est répandu. Toutes les industries aujourd'hui sponsorisent des sports. Et donc ça pose il y a quelques problèmes derrière le sponsoring. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est si je veux que ma marque soit vue ou mon produit soit vu par des millions, voire des milliards de spectateurs, je fais du sponsoring et je passe à la télé. Et après, je compare que je suis passé tant de minutes à la télé parce que mon champion s'y produisait. Ça me coûte beaucoup moins cher que si j'avais dû payer les droits de télévision à une chaîne de télé. C'est du gagnant pour la firme. Et en plus, elle est vue par des milliards de gens. Mais il y a un ou deux problèmes. Le premier problème, c'est l'adéquation entre l'image sportive et le produit qu'on veut vendre. Imaginez que je veuille vendre une marque. Je suis un constructeur automobile, je vends des voitures polluantes. Bon, je ne vais pas prendre un sport de pleine nature. Ça ne va pas le faire très bien, quoi. Ça ne s'emboîte pas terriblement. Ou je suis un producteur de vin. Je ne vais pas prendre quelque chose qui est un sport aquatique, quoi. C'est de l'eau. Alors bon, de toute façon, la publicité pour le vin et les alcools sont interdits. Mais voilà, donc il y a un problème d'adéquation entre le produit et l'image sportive qu'on essaie de lui associer. C'est plus ou moins crédible. Bon, il y a un autre problème, mais qui est mineur, qui est l'engagement des sportifs. Quand je suis sponsorisé, je m'engage à porter l'image du sportif. Alors c'est pour ça que lorsqu'une équipe nationale gagne parfois un tournoi avec un autre sponsor que celui de mon club, je me drape dans le drapeau américain pour qu'on voit que mon sponsor privé et pas le sponsor de l'équipe nationale. Bon, des choses comme ça. Et puis le grand problème du sponsoring, c'est un problème très connu des économistes qu'on appelle le problème du passager clandestin ou free rider en anglais. Il y a des gens qui essayent de profiter de choses sans payer. Par exemple, je sais que le train arrive à telle heure, je ne prends pas de billet mais je monte dedans. Je suis un passager clandestin. Voilà, ça vient de là. L'idée vient de là. Or, dans le sponsoring, l'idée, elle se transcrit de la façon suivante. Il y a un sponsor officiel des Jeux. Exemple, Nike, il a payé 30 millions pour les Jeux de 1996. Voilà. Okay. Avant le départ du 100 mètres des Jeux de 1996, il y a Linford Christie, qui est un sprinter anglais, qui va d'ailleurs gagner, je crois, la finale, qui accepte de donner une interview, rémunérée, évidemment. Et il arrive à l'interview avec des lentilles de contact, au lieu de lunettes, avec des lentilles de contact, dans lesquelles on voit
incrusté sur la lentille l'emblème de Puma, concurrent de Nike. Puma, il a payé 0. Il passe à l'écran, à la télévision, des jeux de 96, alors que Nike se ronge les sangs parce qu'ils ont payé 30 millions, ils n'y passent pas. Voilà. Ce phénomène, cette stratégie de Puma dans ce cas-là avec Linford Christie s'appelle ambush marketing, marketing d'embuscade. Enfin, c'est du piratage, quoi. Et en économie, ça s'appelle un problème de passagers clandestins. Voilà.